Alors, invaincu, même en désavantage numérique, c'est un titre que j'ai utilisé à quelques reprises parce que c'est très représentatif de ce qu'on vit dans le monde du sport. Ce que je vais faire du mieux possible en 23 minutes, c'est de vous montrer un peu comment ça a évolué, qu'est-ce qui a évolué, et aussi les enjeux qu'on a actuellement. Alors, au début, il y a un petit peu de statistiques. Je vais aller un peu vite, tu sais, des statistiques, mais après ça, je veux plonger pour dire mais pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, les prochains enjeux. Et j'en profite pour remercier Mme Descaries qui, en fait, a fait l'introduction de la présentation sur la socialisation des filles. Remercier Chantal aussi Maillé avec les quotas en politique parce que ça fait longtemps que je me bats pour les quotas en sport. Et finalement, le BAP qui avait vraiment le Blame It on the Woman, bien, on est encore aussi dedans. C'est de la faute des femmes s'ils ne sont pas là. Alors, voilà, ça s'explique aussi comme ça en sport. Alors, la recherche, 2 gros morceaux. Tout ce qui touche la participation, donc vraiment les filles, les femmes qui font du sport, l'activité physique. Il faut dire que la présentation d'aujourd'hui, je vais me centrer sur le sport fédéré, qui est vraiment mon terrain de jeu. Alors, parce que la pratique sportive, elle est partout au Québec, vraiment. Et d'ailleurs, signe des temps, il y a 10 ans, je peux vous dire qu'aucune organisation féministe ne m'aurait invité à présenter, parce que le sport, on n'est jamais en études féministes. On n'est jamais là, c'est pas compliqué, mais depuis quelques années, on est là. Alors, je remercie vraiment le conseil de m'avoir tendu la perche. Puis, je disais justement à Mélanie qu'en 2002, j'avais fait partie d'un groupe de travail avec Suzanne Laberge et Geneviève Braille pour écrire une étude Femmes et sport. Et on a eu une 20 ans plus tard quand même. Ça a juste pris un peu de temps, mais on y est arrivé. Alors, maintenant, on est là. Alors, participation et leadership. Alors, leadership, j'entends les entraîneurs, les administratrices, gestionnaires, officiels. Alors, ce sont vraiment les 2 grands thèmes qu'on voit en recherche et transversal à ces 2 thèmes-là, tout ce qui touche la violence genrée, la sécurité, l'intégrité. Et si, comme moi, il faut vivre sur une autre planète pour ne pas avoir lu ce qui se passe actuellement dans le monde du sport au Québec, au Canada, avec tout ce qu'on entend en hockey, en soccer, etc. Alors ça, c'est vraiment une thématique qui va traverser les 2 thématiques. Et l'autre, c'est, on a entendu déjà avec la médiation, elle dit toujours médiatisation, c'est bon aussi? Non, c'est pas bon. Médiation. Alors, en sport féminin, c'est très frappant également. Donc, les médias et le financement, le sous-financement, on le retrouve également. Alors, ce sont vraiment les grandes thématiques qu'on va retrouver la recherche en sport. Quand on touche du côté de la participation, ce qu'on va essayer de faire ressortir, en fait, c'est les bienfaits potentiels. Hein? On dit bien potentiel du sport parce qu'il peut vraiment y avoir un effet négatif. Mais dans les effets potentiels, donc les filles qui font du sport, ça a été documenté, meilleure image corporelle, meilleur empowerment, vont prendre des meilleures décisions par rapport à des comportements à risque, moins de drogue, relations sexuelles, première relation sexuelle plus tard, consentante, etc. Alors, il y a vraiment beaucoup d'études qui ont été faites autour de l'impact et c'est ce qui fait qu'on s'intéresse à la participation des filles d'un point de vue statistique. Alors, si on regarde pour les fédérations québécoises, le nombre de filles et de garçons, entre 2008 et 2019, on voit que les chiffres restent pas mal, ça ne bouge pas vraiment. On est autour d'un tiers de filles qui est active, qui est membre d'une fédération, donc qui fait un sport organisé fédéré pour 2 garçons sur 3. Alors, ces chiffres-là ne bougent pas vraiment à travers le temps. Et ce qui s'ajoute à ça, ce qui a changé au-delà du pourcentage, c'est que l'abandon des filles se fait de plus en plus tôt. Alors, jadis, les filles pouvaient abandonner la pratique sportive vers 14-15 ans et maintenant, on voit déjà apparaître 9-10 ans des filles dès l'âge du primaire qui vont abandonner la pratique sportive. Si on regarde, alors, pour la participation, le portrait, si on regarde les équipes de plus haut niveau, donc au Québec, tous les programmes qui sont financés par l'État, relève, élite, excellence, il y a des normes et là, on est à 50-50. Donc, les fédérations n'ont pas le choix. Si j'ai une équipe d'élite en basketball masculin, c'est clair que j'en ai une en basketball féminin. Ce n'est pas 2 poids, 2 mesures. Alors, au niveau des programmes vraiment compétitifs qui montent vers le haut niveau, c'est 50-50. Mais aussitôt qu'on débarque
de cette sphère de plus haut niveau compétitif, ce qui est à dire la majorité des gens qui ne seront pas dans ces équipes-là, mais là, c'est là où on voit qu'il y a un débalancement. Je vais tout de suite plonger dans le leadership parce que là, ça, c'est mon plat de bonbons. C'est vraiment là-dedans que je travaille depuis, je ne veux pas dire combien de temps. Ça fait, mais j'ai des mentors quand même qui sont ici. Dans notre tête, on est pogné à 40, 41 ans. Ça comme jamais là, c'est bon. Alors, quand on regarde au niveau des administratrices, donc les femmes qui travaillent qui sont membres de conseils d'administration des fédérations, alors toutes nos fédérations sportives sont des organisations, des organismes à but non lucratif. Elles ont toutes donc un conseil d'administration qui va vraiment avoir un impact important sur les décisions qui vont se prendre. Alors, au Québec, on voit qu'entre 2008 et 2022, sur les membres des conseils d'administration, il y a vraiment une tendance à la hausse. On est rendu à 33 %. Et au niveau des présidences, donc, et là, on est passé de 12 à 24 en l'espace de 14 ans, un petit peu plus rapidement que le BAC. Et on va voir en fait que les actions gouvernementales, ils sont pour quelque chose dans quelques instants. Alors, quand on dit qu'on met des politiques, des règles en place, ça fait bouger. Alors, administratrice. Si on regarde maintenant au niveau des gestionnaires, donc les femmes qui travaillent dans les fédérations sportives, le staff, le personnel. Alors là, on regarde, même chose au niveau des directions générales. On a vraiment eu, en l'espace de 3 ans, pré-pandémie, post-pandémie, de 25 à 38. Ce qu'il faut dire sur les postes de direction générale, il y a beaucoup de roulements dans les fédés, puis il y a beaucoup de butinage. Si on est directeur, directrice d'une fédé, 3 ans après, on s'en va avec une autre. Ça butine pas mal. Et la pandémie a effectivement fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de mouvements, mais dans notre cas, pour le mieux, on est vraiment rendu à 38 % de femmes. Si on regarde au niveau des directions techniques, les barres grises, alors dans les fédérations, les 2 postes clés, direction générale et direction technique. Direction technique, c'est vraiment la personne qui va vraiment donner toutes les grandes lignes directrices sur l'organisation du sport, les règlements, le système de compétition. Ce sont vraiment des postes déterminants. Et là, on a encore très peu de femmes. On est passé de 18 à 24. Et ce chiffre-là, ça fait très longtemps qu'il ne bouge pas vraiment beaucoup. On est toujours dans ces eaux-là. Et si on regarde tout ce qui touche les services, communication, marketing, secrétariat, eh bien, on est à 50 % de femmes. Alors, ces postes-là sont encore majoritairement occupés par des femmes, mais il y a quand même une mouvance. On sent que ça commence à bouger dans la bonne direction. Ça, c'est pour tout ce qui est plus admin. Si on regarde au niveau du coaching, alors ici, c'est ma section « Je déprime ». Alors, si vous regardez, ça à votre gauche, oui, c'est ma gauche et votre gauche. En tout cas, bref. Équipe féminine, équipe masculine. Alors, si on regarde les équipes féminines, alors ça, c'est dans les universités canadiennes. Les équipes féminines, 32 % de femmes qui les coachent. Là, j'ai mis 1 % là, mais c'est moins de 1 % de femmes qui coachent les équipes masculines. Et si on regarde comme adjoints, donc les assistants entraîneurs, d'équipes féminines, on a 49 %, puis d'équipes masculines, bien, même chose, moins de 1 %. Ça veut dire qu'au niveau universitaire, il y a au moins une athlète sur 2 qui n'a pas du tout d'entraîneur féminin dans son staff, dans son entourage. Et ces chiffres-là, si on regarde pour l'ensemble du Québec, tout niveau confondu, c'est ça qu'on reçoit. Entraîneur-chef, 21 % de femmes. Assistant, 26 %. Alors qu'on parle du niveau initiation jusqu'au niveau, là, toute la gang de coachs mis ensemble. Et si j'avais fait cette conférence-là il y a 10 ans, ça aurait été ça. Il y a 20 ans, ça aurait été ça. Il y a 30 ans, ça aurait été ça. On est pogné dans la boîte et ça me déprime. C'est mon prochain cheval de bataille. Je suis prête. Alors, ça, c'est les chiffres. Maintenant, la recherche, comment elle a tenté, puis elle tente toujours d'expliquer comment ça se fait qu'on est dans cet environnement-là. Et là, je vais m'attarder davantage au volet leadership, où là, il y a vraiment du chemin, du rattrapage à faire. Alors, il y en a certainement qui connaissent le modèle de Bronfenbrenner. Il faut toujours que je le vois par écrit parce que je ne me rappelle jamais comment prononcer son nom. Alors, historiquement, dans la recherche, on a été beaucoup centré sur la femme et le fameux discours « Blame it on the woman ».
Entre autres, en coaching, les femmes ne sont pas là, bien, elles ne sont pas compétentes, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas l'intérêt, la famille passe avant. Fait qu'il y a une liste assez interminable de raisons individuelles pour lesquelles on tente d'expliquer. Alors, quand on a parti de ce modèle-là, il y a une chercheuse américaine, Nicole Lavoie, qui est partie du modèle et a fait ressortir, en fait, à chacun des niveaux, quelles sont les barrières que les femmes rencontrent. Dans ce cas-ci, elle l'a fait vraiment autour du coaching, mais depuis, il a été réutilisé pour dire pour les femmes en leadership en général, on va retrouver ces barrières-là. Et, tu sais, là, j'ai mis le mot sport, mais on pourrait mettre le mot politique, on pourrait mettre le mot administration, le monde des affaires. On n'est pas différent. En sport, ce n'est pas différent. C'est vraiment un des derniers bastions de l'hégémonie masculine. On en parle souvent. Alors, je suis sûre qu'il n'y a personne qui fait un arrêt cardiaque en voyant ce qu'on a identifié. Mais ce modèle-là, en fait, ce qui a permis de faire, c'est de faire éclater que actuellement, dans le sport, je veux dire, États-Unis, Canada, certainement, là où on a travaillé étroitement ensemble, c'est le niveau organisationnel où il y a le plus de barrières. Alors, au niveau individuel, c'est plus vrai maintenant que les femmes n'ont plus les compétences, si vous regardez les Olympiques, c'est les Canadiennes qui ramassent le plus de médailles, qui ramènent des médailles au Canada, c'est beaucoup moins les gars. Alors, on a maintenant vraiment des athlètes accomplis, des femmes qui s'investissent dans le monde du sport. Alors, c'est plus vrai qu'elles n'ont pas les compétences, l'expérience du sport à tous les niveaux. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on s'est centré beaucoup sur la formation des femmes. Là, on va vous donner des sessions de leadership, de communication efficace, de résolution de conflits. Let's go, les filles. Fait que là, on est là qu'on forme les femmes qui arrivent dans le système, puis le système il est résistant. Alors là, on est en train de lâcher les femmes. Bien, on continue de les soutenir, expression. Mais là, on travaille avec les organisations sportives, puis je vais en présenter un petit peu tantôt des exemples concrets. Mais ce modèle-là, au moins, fait émerger ça. Et l'autre élément important dont il a été question ce matin avec Mme Maillé, c'est l'intersectionnalité, c'est-à-dire que de reconnaître aussi, à la fois en coaching, en administration, les femmes ne vivent pas toutes les mêmes barrières et il y a des plafonds qui sont plus ou moins épais à briser nécessairement. Ça, c'est pour la recherche en speed dating version. Si on regarde maintenant les actions du gouvernement, au Québec, je dois dire qu'on est particulièrement privilégié pour le financement qui est fait autour de Femmes et Sport. Ce qu'on a vu apparaître et qui est récent, qu'on ne voyait pas avant, c'est que dans des grandes stratégies plus globales, on insère maintenant des éléments qui touchent les filles et les femmes en sport, ce qui n'était pas là du tout avant. C'était vraiment invisible. Alors, la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 2022-2027, on a vraiment une section où on dit qu'il faut promouvoir la participation des filles, mais aussi des femmes à des postes de leadership. Alors, ça fait partie de la stratégie. Ce n'était pas là avant. Alors, ça envoie aussi un message. Alors, c'est plus l'invisibilité. Puis Dieu sait que le sport, ça touche. Qui n'a jamais fait de sport ici de sa vie? C'est ça, ça n'existe pas. Fait que ça touche toutes les filles, toutes les femmes. Et c'est vraiment un moyen qui peut être extraordinaire. Alors, au niveau des stratégies, on insère maintenant des éléments filles-femmes sport. Si on regarde au niveau des politiques, alors on a maintenant, bien, ça fait plusieurs années, mais la politique au Québec, on bouge, qui est vraiment spécifique à l'activité physique, sport et loisirs. Celle qui a précédé cette politique-là, il y avait le mot fille combien de fois dans la politique? Et cette fois-ci, on a quand même une petite ligne. Il y a de l'avancée, ça s'en vient. Donc, il y a quand même une mesure spécifique qui vise la pratique régulière d'activité physique chez les filles. Et on parle aussi du fait qu'il n'y a pas de reconnaissance médiatique pour tout ce qui est du sport féminin, des athlètes, etc., et la sous-représentation des femmes en poste de leadership. Alors, ça commence à être intégré et finalement, on a un nouveau code de gouvernance pour l'ensemble des organismes sans but lucratif, les OBNL au Québec, en loisirs et en sport, qui vient, ça fait à peine un an, en fait, ça va faire 2 ans cet automne. Et dans le code de gouvernance, maintenant, toutes les fédérations sportives doivent identifier au minimum
il y aura combien d'hommes et de femmes dans... Fait que tu ne peux pas dire, je vais avoir 10 hommes et 0 femmes ou 10 femmes et 0 hommes. Donc, au minimum. Et d'ici 2024, c'est demain, là, lié au financement, les fédérations doivent démontrer qu'elles travaillent pour atteindre la zone de parité au sein des conseils d'administration. Alors, on ne demande pas de passer de 10 à 40 en 2 ans, là. C'est ridicule, mais si tu n'as pas fait d'action, puis si tu ne démontres pas que tu es en train de t'améliorer, impact sur le financement. Ça, c'est drôle, on dirait que le monde prenne ça au sérieux dans ce temps-là. Il y a comme quelque chose qui se passe, là, ça stimule quelque chose. Alors, ça, c'est les stratégies globales. Si on regarde maintenant au niveau des actions très concrètes au Québec, alors, Égale Action, qui est l'Association québécoise pour l'avancement des filles et des femmes en sport, depuis 2001, elle est financée par le gouvernement et depuis 2005, on fait partie du système comme une fédération. Alors, on n'est pas tributaire une année, ça le tente de nous donner de l'argent, l'année d'après, ça ne nous tente pas. On fait partie, au Conseil du Trésor, là, on est là. Alors, ça maintenant, et ça fait plus de 20 ans que l'organisation est là. En ce moment, on est la seule province qui a une organisation Femmes et Sport. La Colombie-Britannique en a eu une, qui malheureusement s'est éteinte. Et en Nouvelle-Écosse, ils ont quelque chose de plus générique là, sur femmes et santé, dans lequel il y a un volet sport. Mais on est vraiment la seule province qui a ça. Avec ça, le gouvernement a le programme de soutien à l'avancement des femmes, le PSAF. Alors, le gouvernement donne l'argent à Égale Action pour qu'on puisse aider les fédés à mettre en place des programmes, des structures, peu importe, pour favoriser l'augmentation du nombre de filles et de femmes. En 2018, il y a eu un groupe de travail qui a été mis sur pied vraiment pour dire bien, quels sont les enjeux encore qu'on a au Québec. De ce groupe de travail-là, rapport de 10 recommandations qui est sur le site du ministère. La première recommandation, c'était quoi? C'était mon nom. Non, c'est pas vrai, c'est la recherche. Et le lab est venu au monde suite. Alors, le gouvernement donne suite à ces recommandations-là, parce que ce n'est pas toujours le cas aussi. Alors, ça a fait tout juste 1 an que le laboratoire de recherche ProFemmes a été créé pour vraiment faire la recherche sur la progression des femmes en sport au Québec. Enjeux actuels. Premier, comme je vous disais, les positions de leadership. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a besoin de comprendre davantage la relève. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une athlète va passer de athlète à entraîneur? Puis ça, c'est le premier projet de recherche que j'ai fait quand je suis arrivée à l'Université Laval en 2001. Et voilà, ça n'a pas bougé. Fait que pour moi, je n'ai pas fait une bonne job. Mais alors, donc l'importance de comprendre la relève, le recrutement. Alors, comment, c'est bien beau de dire on forme la relève, mais après ça, il faut y recruter. Puis là, ce qu'on se rend compte actuellement, et ça, je suis sûre que c'est dans plein de domaines, on affiche un poste, puis là, bien, les fédés vont me dire « Ouais, mais il n'y a pas de femme qui a appliqué, là. C'est pas de ma faute, il n'y a pas de femme qui a appliqué. » OK, où est-ce que tu as affiché? À qui tu as fait la promotion? Qui le savait? Puis là, tout à coup, bien, on se rend compte, hein, c'est le réseau, c'est qui? Tu pèses toujours dans le même lac, mais regardons, tu pognes toujours le même poisson. C'est drôle? Ah, change de lac un petit peu. Ça va peut-être t'aider. Mon père est pêcheur. Donc, et le dernier, c'est la rétention. Alors, les quelques études longitudinales qu'on a sur le coaching, les femmes restent en poste à peu près 3 ans et demi, comparativement à 11 ans pour les gars. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les premières années. Deuxième projet de recherche que j'étudie, comment ça se fait que vous ne restez pas les filles, puis il ne reste pas plus. Quoi, je n'ai pas compris. Alors, ça, c'est pour le leadership. Les femmes trans. Ça, c'est la patate chaude actuellement. Tout le monde en parle. Il y a vraiment un mouvement transphobe très fort en sport. Et ça rejoint un peu ce que Francine disait autour de l'essentialisme. Tu sais, en sport, c'est sûr que la norme, c'est le sport masculin. Tous les gars sont meilleurs que toutes les filles. Tu sais, puis c'est pour ça que c'est divisé en 2. Alors, il y a vraiment quelque chose qui vient interpeller. Tu sais, le sport, c'est binaire. Tout est binaire. C'est ça, notre structure, elle est binaire. Alors, aussitôt qu'on arrive avec des personnes qui ne cadrent pas dans cette structure-là, pardon, non-binaire et les femmes trans, parce qu'on s'entend que les hommes trans, on s'en fout, hein?
Si tu as des filles avant, ils deviennent des gars, ceux qui ne battront jamais un gars, même s'ils se bourrent de testostérone, pas grave, on ne s'inquiète pas de ça. Fait qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures. Alors, on a fait une méga recension de la littérature et internationale, mais là, c'était pour le sport de haut niveau. Et ce qui ressort, en fait, c'est qu'on a très, très peu d'études, premièrement, puis on s'entend parce que les personnes trans, il n'y en a pas des millions, parce que ça aussi, c'est une espèce de... On a comme l'impression que demain matin, il y a 150 000 gars qui vont aller compétitionner du côté des filles pour gagner des médailles, là. Et je peux vous dire que les gars, là, leur fierté, c'est pas de battre une fille, hein, c'est de battre un gars. Fait que je pense pas qu'il va y avoir un tsunami, là, ça, c'est la première chose. Donc, le pourcentage est minuscule, mais les études biomédicales, il y en a tellement peu. Il y en a qui sont extrêmement biaisées. On n'en revenait pas, comment il y avait des études qui étaient publiées et qui étaient biaisées. Mais bref, il n'y a pas encore assez d'études pour justifier d'exclure systématiquement toutes les femmes trans. Puis dans notre cas, au lab, on distingue vraiment le sport de très haut niveau. Ça, c'est les fédés internationales qui vont gérer ça. Et si je pense à l'ensemble de nos jeunes qui sont ici au Québec, il faudrait voir comment on peut réorganiser le sport. Ça m'amène à notre prochain projet sur lequel on travaille, c'est repenser la structure du sport. C'est toujours bien nous autres qui a décidé que c'était binaire, cette affaire-là. On peut-tu décider que c'est autrement, qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Et dans ce qu'on fait actuellement, c'est on fait beaucoup d'études sur la mixité. Puis, c'est drôle, hein, la mixité, ça aide les gars et les filles. Les gars aussi en bénéficient. Il y a des coachs qui ont essayé dans certains sports de séparer les gars et les filles, puis on dit « Oh my God, les gars sont mis à faire n'importe quoi, tout croche, puis c'était le party. » On a ramené les filles là, pour aider les gars. Fait que, tu sais, ça aide les deux, les gars et les filles. Et bref, on travaille à dire est-ce qu'on peut repenser la structure et que ce soit plus dans un contexte de mixité par niveau de performance et non pas gars-filles. Ça aurait pu sa raison d'être. Finalement, le dernier, prendre en compte l'intersectionnalité. Fait évidemment, comme les autres participantes, les autres présentatrices nous disaient, oui, je peux avoir une barrière comme femme blanche, mais si je suis une femme, je suis noire, puis je deviens coach, il y a d'autres enjeux qui arrivent. Les femmes autochtones, on n'a presque pas de données en sport. C'est minuscule, la littérature. Les femmes avec un handicap aussi, c'est microscopique. Alors, on a, avec le temps que j'ai été avec E-Alliance, qui était le Centre canadien de recherche sur l'équité des genres, il y a un article qui a été publié, mais c'est en fait, ce qui nous interpellait, c'est comment on opérationnise l'intersectionnalité. Tu sais, c'est le fun de le dire, là, mais sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, je n'ai pas le temps d'en parler plus, mais si vous voulez, je pourrais, la référence est écrite à l'écran, mais elle est toute petite, mais je pourrais la partager sans problème. Et pour terminer, juste pour vous dire, on va prêcher notre paroisse. Alors, le conseil qui a publié l'étude Femmes et Sport, donc qui fait vraiment un beau portrait de ce qu'on connaît, de ce qui a été fait. Le Centre canadien, donc E-Alliance, la revue de littérature qu'on a publiée, elle est en français aussi, les athlètes transgenres féminines et sports de haut niveau. Si vous voulez aller en savoir plus, évidemment, le Lab Pro-Femmes. Et dans mes temps libres, ben, j'ai parti le balado Jouer comme une fille, qui a 2 ans maintenant. On a 30 épisodes de fait en collaboration avec Égal Action. Et j'aborde en fait, c'est vraiment de démystifier puis surtout de traduire la recherche en action. C'est et vidéo et audio. Et j'anime avec Marc Durand, qui est journaliste sportif à Radio-Can. Alors voilà, merci. Terminé.